peut avoir plusieurs avis sur la question. Il y a des débats connexes au niveau du droit international, de la géopolitique, des ambitions russes, mais aussi de l'expansion de l'OTAN, des intérêts américains, des intérêts de l'Union européenne. Il est toujours bon de le rappeler que ce qui fait fonctionner le monde et l'histoire, ce sont des intérêts connexes et divergents. Ce n'est pas un tabou de dire que les États-Unis veulent conserver une mainmise sur l'Europe, que l'OTAN s'est étendue jusqu'aux portes de la Russie, et qu'en face, la Russie répond à d'autres problématiques comme celle de faire reculer l'OTAN ou de regagner une influence sur ses territoires perdus et stratégiques, comme par exemple pour la mer Noire. Il ne faut pas tomber dans ce discours de l'émotion, peu importe le camp politique, car la communication politique joue continuellement avec l'opinion publique, c'est-à-dire que l'on vous parle aujourd'hui de Russie et d'Ukraine, mais vous pouvez appliquer cela à n'importe quelle autre thématique. L'Ukraine, victime des puissances. L'Ukraine est au milieu d'un jeu géopolitique bien plus grand. La Russie maintient sa pression. La priorité pour la Russie est avant tout de former une zone tampon d'État neutre ou acquis à la cause russe sur ses frontières ouest. Le contexte est opportun car les États-Unis souhaitent eux régler cette question le plus rapidement possible pour se focaliser dans le Pacifique face à la Chine. Le Pacifique est un front prioritaire nécessaire pour les États-Unis qui y possèdent de multiples îles, tout autant prioritaires qu'ils ne l'étaient pendant la Seconde Guerre mondiale et bien avant l'Europe. Encore une fois, les États-Unis voudraient se focaliser dans le Pacifique, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont céder face à la Russie pour autant. La position qu'ils ont acquise depuis 1991 leur est très favorable. L'Ukraine est un excellent moyen pour maintenir en place les États-Unis en Europe. Face à la Russie, c'est aussi un vecteur fédérateur pour l'OTAN. En maintenant la pression en Europe, les États-Unis peuvent continuer d'asphyxier la Russie économiquement en espérant par exemple in fine une révolution de couleur à Moscou, une lassitude du pouvoir ou un quelconque revirement de situation. Il faut gagner du temps. Mais la Russie est aussi dans une guerre d'usure. Elle est parfaitement au courant du dilemme américain en cours, elle s'est même d'ailleurs alliée avec la Chine et compte bien maintenir sa pression sur l'Ukraine. Chine et Russie sont d'ailleurs des pays endurants, structurés pour une politique sur le long terme, qui ont des objectifs géopolitiques historiques clairs. Pour comprendre la stratégie des États-Unis depuis la guerre froide et en tant qu'hyperpuissance, il faut observer la pensée de l'anglais Mackinder et surtout de l'américain Spykman, qui l'a perfectionné. Le tout ayant ensuite été repris par Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier. Tous ces penseurs de la géopolitique ont développé une vision géopolitique anglo-saxonne pour découper le monde et y définir les zones à contrôler, dans l'objectif de s'assurer un contrôle global. Pendant la guerre froide, cela a permis d'endiguer le bloc soviétique. Aujourd'hui, il permet de maintenir le statut d'hyperpuissance anglo-saxonne. Si l'on regarde le Rhineland, la bordure vitale à contrôler pour dominer le globe, on constate 4 points ou zones principales. Tout d'abord, nous avons l'Europe occidentale, considérée comme acquise par les États-Unis, que ce soit par l'OTAN, l'Union européenne, l'atlantisme, qui a une pensée stratégique, mais pas une pensée de civilisation. Nous avons ensuite le Moyen-Orient, constamment déstabilisé, mais dont les principaux points stratégiques sont acquis aux États-Unis. La Turquie est dans l'OTAN, la Syrie et l'Iran sont considérés comme des rogue states, sous pression. Israël, la péninsule arabique sont aussi de son contrôle. Après, le Moyen-Orient est aussi une terre d'islam, beaucoup plus complexe à modeler par exemple que l'Europe, et beaucoup moins idéaliste. Et c'est d'ailleurs la première zone que les États-Unis ont abandonnée pour se focaliser dans le Pacifique. Nous avons ensuite l'Inde, qui est une puissance majeure, rivale de la Chine, mais relativement neutre dans les affaires mondiales car ils ne sont pas non plus dupes. Et ils connaissent leur histoire. L'Inde, ou plutôt le Raj britannique, était le joyau de l'Empire britannique. Et enfin, nous avons l'Asie de l'Est et toute la façade pacifique, une zone sur laquelle les États-Unis vont travailler sur les années à venir, petit à petit, que ce soit le Vietnam, la Corée du Nord et la Chine. Toutes les cartes peuvent être interprétées d'une façon différente. Là, je vous parle du monde vu depuis la Maison Blanche. Mais les États-Unis sont pour le moment l'hyperpuissance mondiale et font le monde. Dans cet ensemble, vous y ajoutez bien sûr des intérêts connexes, les puissances intermédiaires qui agissent aussi, mais revenons en Europe, qui est la zone la plus stable et acquise à la cause anglo-saxonne. Vous avez compris dans la logique des penseurs qu'on a évoqués précédemment que les anglo-saxons doivent s'assurer le contrôle du Rhineland pour demeurer une hyperpuissance et contrôler le monde. Vous constaterez que le Heartland est aussi à peu de choses près la zone tampon que souhaiterait la Russie en Europe, zone tampon qui intègre d'ailleurs l'Ukraine. Vous retournez la problématique en tant qu'Américain, et là bien joué, vous avez l'Ukraine, et vous allez déjà un pied dans le Heartland au plus proche de la Russie. Et là, je viens de vous expliquer les enjeux de conflit sans même évoquer au niveau micro ce qui se passe sur le terrain.
C'est un raisonnement très froid du monde, puisqu'on abat les frontières, on abat les civilisations, on abat des siècles d'histoire, mais c'est comme ça que pensent les dirigeants, et particulièrement ceux qui font la politique américaine, et ça il faut le comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que certains pays ou régions, comme l'Europe occidentale ou encore Israël, étaient des zones acquises pour les États-Unis. Mais dans ces mêmes régions, les dirigeants savent pertinemment ce qu'il en est de la réalité. Et c'est pour ça qu'on peut de temps à autre constater des sursauts de souverainisme ou de réelle politique nationale. Le moment où l'hyperpuissance américaine va céder du terrain laissera place aux puissances intermédiaires, et cela peut tout à fait arriver, comme cela arrive en ce moment même au Moyen-Orient, avec l'émergence de la Turquie, l'émergence du dialogue diplomatique israélien, etc.